Week. Alexandre Mola, CEO et cofondateur de Sherlock. Arnaud Delpierre, directeur général de Décuple. Fabien Casse, cofondateur de Need Project. Et Thomas Provost, directeur général de Parachute. À vous. Bonjour à tous. Alors on va changer un peu le casting. Il y a eu un petit désistement, donc il y a un remplaçant dans l'équipe. On est au parc là, donc on s'adapte. Donc on a Fabien qui a été remplacé par Stéphane, donc Stéphane de NIT Protect également. Bienvenue, merci à la Surenco de nous donner la parole sur cette table ronde. Comme nos prédécesseurs, on a un petit peu changé la thématique de la table ronde, puisqu'on n'a pas de banquier autour de la table. Les banquiers n'ont pas ont fait faux bon. Donc on va quand même s'intéresser de ces relations entre les assurtech et les fintech et les grands comptes, et puis l'évolution que proposent les assurtech avec la vision 360 qui est proposée qui est demandée par les partenaires, et puis tout ce qui va être organisation, satisfaction client dans des modèles de collaboration qui font différents en fonction des différents acteurs. Mais avant tout, je vais vous laisser vous présenter et présenter surtout votre structure pour ceux qui ne connaissent pas tout le monde. Bien, bonjour, donc Stéphane Saval de chez NIT. NIT est un courtier qui a 2 ans et quelques d'existence, dont vous avez entendu parler récemment puisque nous avons levé 50 millions. L'une de nos particularités, c'est d'aborder l'assurance, plutôt l'assurance embarquée, l'assurance affinitaire, avec un angle différent, plutôt customer-centrique. Voilà, parce qu'en fait, en assurance, l'assurance est un produit relativement simple, mais il faut faire un pas de côté. Justement, on en parlera tout à l'heure pour avoir les meilleurs taux de placement et une satisfaction client qui soit au rendez-vous, parce qu'on engage pas mal d'images autour de nous. Thomas Provost, DG de Advise. Advise, c'est un courtier qui existe depuis 20 ans maintenant, spécialisé à la base dans l'assurance affinitaire et notamment la protection des produits téléphones ou high-tech. Et depuis 7 ans, à travers la marque Parachute, on rassure le quotidien de nos clients avec des nouvelles verticales qui ont vu le jour dans les 2 dernières années, comme une verticale panne mécanique ou une verticale cybersécurité. Bonjour, donc Céline Lefort, je suis directrice du TPA chez Sedwick. Donc Sedwick est un leader de la gestion des sinistres, également, alors plutôt en France, connu sur la partie plutôt expertise, mais au niveau du monde, parce qu'on est présent dans 80 pays avec plus de 30 000 collaborateurs, on est surtout, notre core business, c'est vraiment la gestion déléguée des sinistres. Et donc, alors c'est un peu, on n'est pas sur tech ni autre, on est vraiment un prestat qui vient autour des clients, des assureurs, des entreprises, des courtiers, pour pouvoir accompagner les assurés dans la gestion des dossiers sinistres et leur apporter l'expérience la plus fluide possible avec, par contre, toutes les nouvelles technologies, on en a parlé juste avant aussi, l'intelligence artificielle et autres, très à la mode en ce moment. Bonjour, Alexandre Mola, Sherlock, qui est le premier courtier dédié à la pratique du vélo. On a une approche assez large puisqu'on va être capable de couvrir à la fois des individus via notre offre B2C qui représente à peu près la moitié de notre business. Et puis de l'autre côté, on a l'autre moitié de notre business qui va regrouper tous les cas d'usage qu'on peut retrouver à partir du moment où il y a une entreprise derrière. Ça va être 2 entreprises dans une PME, 2 vélos dans une PME, comme des flottes de vélos de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de vélos, comme c'est le cas par exemple pour les vélos de la région Île-de-France, Véligo. On a une approche évidemment avec beaucoup de data, puisque l'enjeu du vélo, c'est que c'est un nouveau segment d'assurance. Et donc, en tant que courtier, une grosse partie de la valeur ajoutée, c'est vraiment d'arriver à comprendre qui sont les assurés, quels sont les canaux d'acquisition, mais surtout quelles sont les pratiques. Et derrière, mieux comprendre ce risque pour créer les meilleurs produits, avec aussi un accompagnement de l'utilisateur grâce à des fonctionnalités qui vont lui permettre de développer les bonnes pratiques et ainsi réduire son risque, notamment pour savoir s'il doit se garer dans telle rue ou dans une autre, ou l'avertir si par exemple il a oublié d'enlever sa batterie quand il gare son vélo.
quelques exemples de ce qu'on est capable de faire avec le cycliste. Merci. Donc, on a vu ces derniers temps une orientation très orientée parcours client, modification des parcours clients. Et on s'aperçoit qu'actuellement, on est plus sur les fondamentaux de l'assurance avec, comme tu le disais, hein, une vision risque qui apparaît de plus en plus, même côté nouvelle compagnie, nouvelle solution. Donc, on s'oriente vers les fondamentaux de l'assurance en repensant les produits et les services, la gestion, la détection de la fraude aussi. Ça, c'est un sujet dont on a parlé en préparant cette table ronde. Tout ça autour du client, avec la satisfaction client au cœur du dispositif. Donc cette nouvelle vague, si on peut l'appeler ainsi, offre des solutions qui permettent aux grands groupes, donc les banques, mais pas que, hein, les gros acteurs qui, avec des grandes bases de données dans l'assurance affinitaire notamment, ces solutions permettent d'accompagner les clients sur des besoins ultra spécifiques. Donc ces solutions, elles prennent plusieurs formes, hein, des formes spécifiques de produits comme le vélo ou d'autres dans la partie embarquée. Des offres packagées et également des nouvelles approches de gestion en relation sinistre. L'expérience client, on va reprendre du coup, on va changer le parcours chez nous puisque là on a des intervenants différents de ce qui a été préparé. Si tu veux, Alexandre, nous parler de cette offre spécifique vélo et qu'est-ce que tes partenaires vont valoriser? Alors si sur la partie B2B, ce que nos partenaires, notamment les grands groupes, que ce soit des organismes de financement, que ce soit des opérateurs de mobilité, voire des municipalités, ce qu'ils vont valoriser, ça va être déjà nos outils, puisqu'on va être capable vraiment d'avoir une intégration totale dans les parcours de souscription, ce qui va permettre d'augmenter significativement les taux d'opt-in en fait, pour l'assurance, qui est un vrai défi en fait, dans l'affinitaire. Ils vont aussi apprécier notre application opérationnelle qui est liée à notre expertise sur le sujet vélo. On a développé ces dernières années une vraie compréhension fine des mécanismes de fraude, par exemple. Et ben ça, en fait, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre à profit opérationnellement avec nos partenaires, puisqu'on va être capable d'intégrer tout un tas de petits garde-fous ou d'analyses récurrentes avec nos partenaires via le parcours de souscription et toutes les données qui vont être récoltées. Donc je dirais que c'est l'expertise vélo et les outils tech qui vont être valorisés côté B2B. Côté B2C, évidemment, l'expertise du segment, elle est clé, encore une fois, pour comprendre quels sont les canaux d'acquisition, quels sont les coûts d'acquisition, quels sont aussi les pratiques de mobilité et le risque associé, puisque nous, on a développé une application, et ça, c'est extrêmement valorisé par nos partenaires, qui va nous permettre de récolter énormément de données pour comprendre comment les gens garent leur vélo, où est-ce qu'ils le garent, à quelle heure, à quelle distance de leur lieu d'habitation, comprendre également quelles sont les rues les plus sinistrées, les plus dangereuses. Tout ça, ce sont des données qu'on va pouvoir réutiliser côté utilisateur. Et ça, nos partenaires, notamment dans le cadre de partenariats de distribution, vont valoriser cette expertise de ce nouveau segment. Et puis, côté B2C, on a aujourd'hui une marque qui commence à avoir une petite notoriété. On a quasiment 50% d'acquisition organique sur le B2C. Et donc, aujourd'hui, il y a une vraie discussion avec certains de nos partenaires distributeurs qui disent maintenant, je ne veux pas de marque blanche. Je veux vraiment mettre en avant votre marque parce que je sais que ça va valoriser notre partenariat et ça va permettre de valoriser l'offre finale qui inclura l'assurance vélo. Donc je dirais voilà, la marque, l'expertise et les solutions techniques, notamment qui vont servir à la gestion du risque et l'expérience utilisateur. Tu veux enchaîner, Thomas, sur la partie expérience client et grand compte, avec ton offre qui est finalement pas dédiée, qui est plus, alors je ne l'appelle packagé, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas qui a un spectre très large dans la couverture. Oui, qui est beaucoup plus large. Stéphane, on a parlé en intro, c'est vrai que c'est un mot qui est très à la mode, une expression très à la mode, ou même qui est vraiment une recherche pour beaucoup d'acteurs, c'est le côté customer-centrique. Pour nous, ça passe par plusieurs choses. Déjà, ça passe par l'offre, qui doit être faite par et pour le client. Donc, on a, à travers notre offre, nous, essayé d'amener vraiment le plus de transparence possible, déjà, ce qui reste une gageure dans le monde de l'assurance. Une offre sans engagement, une offre ou vraiment une offre multi-produits sur un seul contrat.
Donc l'idée, c'était vraiment de permettre à nos clients de comprendre pourquoi ils étaient assurés, à quelle hauteur ils étaient assurés. Et puis le customer centric, ça ne passe pas que par l'offre, ça passe aussi par le parcours client, comme tu disais, que ce soit de l'acquisition jusqu'à la gestion du contrat et la réclamation. Donc on a vraiment voulu simplifier au maximum ces différents parcours en amenant l'omnicanalité, comme pouvait en parler Alexandre, donc à travers des équipes disponibles en ligne, des hotlines, mais aussi des parcours digitaux pour pouvoir déclarer très rapidement et être remboursé tout aussi rapidement. Voilà, on a vraiment voulu construire cet écosystème et on a la chance, et on a misé sur ça aussi au sein d'Advise, d'avoir internalisé 100% de la chaîne de valeur. Ce qui nous a permis de rester aussi proche de nos clients, d'avoir des remontées continues, des échanges continus avec nos clients. Et c'est aussi ça qui a fait que notre offre a évolué au cours des années. Ces échanges avec les clients, notamment sur les produits assurables au sein d'un même contrat. On a aujourd'hui, sur un seul contrat, on peut couvrir plus de 1000 biens. On a étendu, de par les retours clients justement ces dernières années, à des biens tels que la maroquinerie, l'optique, l'audition, la puériculture. Donc voilà, c'était vraiment cette envie, encore une fois, de simplifier au maximum l'expérience client, que ce soit à travers la compréhension de l'offre et à travers le parcours qu'il va vivre tout au long de sa vie contrat. Et là, c'est à l'intérieur du même produit, hein, c'est ça, hein, tout à fait. Au sein d'un seul contrat, on peut venir vraiment sur l'espace client parce qu'on a vraiment cette volonté aussi que nos clients soient acteurs et non spectateurs de leur assurance. Et donc, au sein du même contrat, ils ont juste à aller rajouter leurs produits sur l'espace client. Il n'y a pas de limite de valeur de bien. C'est un plafond de remboursement. Donc, ils peuvent très bien assurer 30 000, 40 000 euros de biens sur un seul contrat pour un plafond de remboursement ou envoyer un mail pour qu'on rajoute le produit pour eux. Voilà, enfin, encore une fois, simplifier au maximum toute la démarche. Céline, toi, tu accompagnes les assureurs dans leur satisfaction. Tu accompagnes en fait les clients de tes partenaires assureurs. Exactement. Donc en fait, tu as les clients de deux niveaux différents. On a des multi-clients, on va dire, chez Sedwick, et on place vraiment l'expérience client au cœur de notre approche. Et donc, pour ce faire, il faut évidemment avoir un parcours qui va être fluide et empathique. On le sait, quand il se passe un sinistre, c'est toujours une zone de stress pour un assuré. Et donc, il a besoin d'avoir des outils de déclaration qui vont être simples, qui va pouvoir arriver facilement à comprendre. On va aussi, évidemment, on en a parlé aussi, avoir une vigilance particulière au niveau de la fraude, avec, on le sait, des évolutions technologiques qui font qu'on peut de plus en plus automatiser tout ce qui est le suivi de la fraude, mais également avoir une approche humaine en formant nos collaborateurs pour avoir un peu des yeux de lynx, comme on les appelle, pour pouvoir aller aussi repérer des choses un peu particulières. Et puis enfin, c'est évidemment du sur-mesure au quotidien pour nos clients. Alors on le dit souvent, moi je fais de la dentelle, ou je fais des réponses de normande aussi, même si je ne suis pas normande, où finalement on peut s'adapter, on peut tout faire. On a notamment un client donc, qui est une banque qui gère notamment des cartes bancaires, et forcément l'approche qu'on va avoir du client qui a une carte, on va dire, classique, ne sera pas la même que si vous avez des cartes plus avec plein de couleurs différentes. Et donc d'avoir cette vision aussi vis-à-vis du client assuré, on va dire, en bout de chaîne, de pouvoir lui apporter quelque chose de différenciant et qui puisse aussi être dans quelque chose de réconfortant, on va dire, parce que c'est aussi une situation de stress, et qui puisse trouver à un moment donné les bonnes réponses, les bonnes informations, et donc que ce soit à nous aussi de nous adapter à ce client final en servant toute la chaîne de clients pour nous Sedwick. Chez NIT, c'est de l'assurance embarquée majoritairement. Le client, il vous connaît pas spécialement, il ne sait pas que c'est NIT. Comment ça se passe au niveau pression client, pression partenaire? Ça dépend. Ça dépasse pour la ref. Donc en fait, mais avant de parler de NIT, je vais vous brosser un petit peu comment je vois, je dirais, la chaîne de valeur assurantielle. Elle se découpe en quelques morceaux, 4 pour ma part, voire 5. C'est la souscription, c'est la gestion des flux financiers primes, c'est du SAV, éventuellement du sinistre, et la gestion de prestations. Tout ça enveloppé dans une
enveloppe d'expérience client pour offrir la meilleure expérience client sur l'ensemble de ces éléments-là. Tout ça décliné en termes de data pour qu'ensuite on puisse faire du monitoring. Voilà, donc déjà, une fois qu'on a ce mapping-là, on peut réfléchir à faire des produits, comment les adresser. Donc, lorsqu'un distributeur, parce qu'on peut être intermédiaire, on peut être embarqué, on peut être en option, bref, il y a tous les cas de figure. On peut être en marque blanche, on peut être en marque propre. Donc ça, c'est, je dirais, on est un peu en mode 4x4, ça dépend de la stratégie des clients, ça dépend aussi de notre bon vouloir parfois, parce que c'est préférable d'afficher notre marque et parfois c'est préférable plutôt de laisser le client. Mais généralement, c'est le client qui a le choix là-dedans. Donc une fois qu'on a un client en face, quel que soit, je dirais, la matière, puisqu'on adresse beaucoup de verticales, quelle que soit la matière, c'est pourquoi, comment et quand. Voilà. Donc une fois qu'on a répondu à ces trois questions, on peut commencer à monter un produit. On peut commencer à imaginer des parcours. L'une des choses les plus difficiles aujourd'hui, c'est la présentation d'assurance, qu'elle soit embarquée. Parce que même si elle est embarquée, il faut avoir des avantages marketing. Il faut dire en quoi choisir le produit du distributeur, en quoi il est différenciant par rapport à cette assurance embarquée. Lorsque c'est en option, c'est la présentation de l'assurance. Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être du retail, ça peut être du online, etc. Et chez nous, en fait, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'IA. On n'est pas les seuls, tout le monde travaille avec l'IA. Mais pour offrir un parcours digital où, en fonction du produit, j'ai les bons arguments commerciaux qui vont être proposés aux clients. Donc, ce n'est pas un parcours d'onboarding, de souscription, c'est un parcours de présentation des opérations d'assurance qui va embarquer le client. Parce qu'en fait, on est souvent en affinitaire sur des assurances qui s'achètent. Donc, sur le digital, c'est difficile d'acheter, donc il faut voir ça. Donc si j'ai une machine à laver, je vais aller piocher dans ma police, peut-être extension de garantie, et mettre tous les éléments concernant l'extension de garantie avec la photo de son bien, etc. Donc tout ça, en fait, va personnaliser la relation en onboarding. Voilà, donc ça, j'en suis très fier du côté de chez NIT, qu'on ait réussi donc à embarquer ça dans nos parcours de souscription. Après, il faut le gérer. Et j'entendais la gestion de la fraude. J'ai horreur de ce terme. Je suis désolé, mais ce terme me déplaît au plus haut point. En fait, ça serait plutôt la gestion des bons clients. Voilà, c'est comment identifier les bons clients. On a différentes façons de scorer. On peut scorer au début, on peut scorer à la fin, mais comment identifier le bon client. Et il n'y a pas vraiment de bons, de mauvais clients, quelque part. Mais il faut vraiment être en capacité de le faire. Ce n'est pas forcément uniquement des éléments de gestion qui vont uniquement le faire. Donc il faut avoir plein d'outils. Et là, l'IA peut nous aider pour la certification de certains documents avec de l'OCR, etc. Mais tout ça, il faut que ça aille très vite, très vite, pour ne pas perdre en ressources, pas perdre, je dirais, en longueur. Et puis la longueur dans l'assurance, ce sont des provisions. Donc plus un sinistre se dénoue vite, moins j'ai un tas de provisions sur mon contrat technique. Voilà, donc je pense qu'à chaque moment de la chaîne, il est important de s'interroger sur les éléments qui vont mettre de l'efficacité, d'où la data, d'où le monitoring. Voilà, parce que je peux avoir un accent sur une action particulière et la data va me permettre de monitorer si j'atteins ou non mon objectif par rapport à l'action identifiée. Voilà. Très clair. On a parlé de deux sujets, techno et data. En termes de techno, on est dans un environnement où on travaille, alors banque, assurance, et puis grand partenariat, grand compte. Régulièrement, on entend dire que quand on va travailler avec des gros acteurs techno, on ne va pas se retrouver, on va avoir un décalage. On en a parlé en discutant, tu es en train de mettre en place un partenariat qu'on ne peut pas citer. Ça se passe comment avec un grand compte quand on est Sherlock et qu'on parle peut-être de techno différentes ou dans des environnements différents? Bon, c'est un partenariat qu'on est en train de mettre en place qui sera live début 2025 avec un grand organisme de financement. La différence, elle n'est pas forcément technologique.
parce qu'aujourd'hui, on est quand même en 2024, bientôt 2025. Même les grands groupes, ils se sont digitalisés. Alors oui, il y a encore beaucoup de gens qui vendent des prestations de digitalisation des grands groupes et tout ça, mais en vrai, aujourd'hui, ces gens-là, ça fait 20 ans qu'ils ont amorcé leur transition, donc on peut plus vraiment parler de transition. Il y a des adaptations parce qu'il y a des nouveaux sujets. On parle d'IA beaucoup, on parlait de Web 3 il y a encore quelques mois. Bon. Donc la différence, elle est plutôt culturelle. C'est une différence aussi de focus. Sherlock, nous, bah oui, c'est vrai qu'on est petit, donc quand on a un grand compte comme ça qui arrive, on va mettre beaucoup d'énergie dessus, on va être capable d'être hyper agile et d'être vraiment focus sur ce sujet. Un grand compte, même si c'est un projet très important pour eux, en fait, des projets très importants, ils en ont peut-être 15 en même temps. Donc forcément, il y a une différence de focus. Il y a une différence aussi de complexité des process internes. Il est évident que si Sherlock, on avait les process d'un grand compte, ça serait de la bureaucratie en fait, ça serait un énorme problème et on serait complètement sclérosé. Là où ces process-là, ils sont en grande partie majoritairement justifiés quand il s'agit d'un grand compte. Donc il faut savoir comprendre ces process, s'adapter pour rentrer dans... C'est à nous de faire l'effort en fait, de rentrer dans leur process. Et puis finalement, moi je le vois surtout comme un défi plutôt positif, puisque ça nous aide à monter la barre à chaque fois quand on doit passer des certifications en termes de sécurité. En fait, tout ça, c'est très très positif. Donc je dirais qu'il y a une différence de culture, une différence de process, une différence de focus, mais in fine, il y a des gens de qualité de l'autre côté aussi. Donc ça, il ne faut surtout pas avoir l'arrogance de dire les grands comptes, c'est horrible, c'est compliqué. Oui, non, c'est plus compliqué, c'est plus long, mais encore une fois, on vient d'expliquer pourquoi. Il y a des process, il y a une complexité de leur plateforme technologique aussi qui n'a rien à voir avec la nôtre, évidemment, puisqu'ils la développent encore une fois depuis 20 ans, et qu'ils ont une multiplicité des produits, des offres qu'ils déploient. Donc il faut arriver à comprendre d'où ils viennent aussi. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on s'adapte et on arrive à trouver un langage commun. Et il y a des gens de qualité avec qui on avance. Oui, on aimerait que ça mette 2 semaines au lieu de 4 mois, 8 mois, 12 mois. Mais en fait, je pense que ça fait partie c'est une vraie compétence à développer pour les startups, pour les petites entreprises, de savoir travailler avec ces grands groupes. Quand on travaille sur Véligo, par exemple, avec c'est le groupe La Poste derrière, c'est des très grands groupes, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir comprendre leurs contingences et leurs défis internes, leurs défis parfois politiques aussi. Ça rentre, nous, on n'a pas de politique dans une boîte de 14 personnes, évidemment. Dans les grands groupes, c'est autre. Donc, je pense que c'est assez passionnant. C'est une source d'apprentissage colossale, parfois violente, mais fantastique pour les petites entreprises que de travailler avec ces grands comptes. Et c'est le meilleur moyen aussi de loquer du revenu récurrent. Parce qu'en fait, un grand groupe, quand il a mis 6 mois, 1 an à vous brancher, il ne va pas s'amuser à vous débrancher tout de suite. En fait. Donc ça, c'est ça qui est beau aussi dans ce défi. Céline, toi, tu as parlé tout à l'heure de sur-mesure, de personnalisation. Technologiquement, c'est la même approche, c'est le même... Parce que vous êtes gros, finalement. Ouais, pour nous, la technologie, en fait, c'est un levier. Ça ne doit pas être un obstacle. Et alors, quand bien même on est dans un grand groupe, je vais rejoindre Alexandre sur cette notion d'adaptabilité. Quand on est face à des grands groupes, en effet, c'est des machines, on va dire, assez rigides, qui peuvent être assez compliquées à un moment donné à déplacer. Et il faut qu'on puisse s'adapter. Nous, on va vraiment faire du sur-mesure pour ces clients. Et alors, il y a l'accompagnement technologique, mais ce qui est aussi très important, c'est l'accompagnement humain. Et on en parle du coup un peu moins en ce moment avec justement toutes les questions de technologie, mais de pouvoir favoriser cet accompagnement humain en disant que la technologie elle soit au service de l'humain et de nos gestionnaires sinistres pour les faire monter en compétences, leur apporter les tirer vers le haut. C'est aussi nous ce qu'on cherche vraiment à faire aujourd'hui, c'est que la technologie elle soit au service de nos clients, mais aussi de nos collègues. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, on va vraiment travailler avec ces clients en mode partenariat. Ce qu'on dit au départ, c'est on va vous faire en effet une présentation, mais ensuite, on va construire l'offre vraiment ensemble. C'est quelque chose qui est assez important. Et donc, et je vais
aussi rejoindre Alexandre en disant, je pense qu'on s'apporte en fait mutuellement. Le client va arriver avec ses contraintes, ses solutions, ses envies, et nous aussi, on va arriver en effet avec notre savoir-faire, notre technologie, avec la possibilité de s'implémenter, mais aussi de pouvoir leur apporter quelque chose et de construire finalement cette offre-là ensemble. Stéphane et Thomas, vous voulez compléter ou en phase ? Parfaitement en phase sur les grands comptes. Après, il y a grands comptes, très grands comptes, méga comptes, super grands comptes. Donc il y a une granularité aussi dans les grands comptes. Ce qui change, enfin, pour moi, vu de ma fenêtre et ce qu'on vit actuellement chez NIT avec un très grand compte dont on ne peut pas dire le nom non plus, c'est la gouvernance projet. Vraiment, cette gouvernance, elle est méga importante. Elle est méga importante pour fédérer l'ensemble des acteurs, que ce soit en interne, mais aussi en externe, enfin avec le client, pour que tout le monde ait en tête la stratégie, le niveau d'importance, la connaissance sur ce qui se passe sur l'ensemble du projet, les impacts, etc. Vraiment, ça, c'est quelque chose où il faut mettre parfois des forces, voire des équipes dédiées. Voilà, donc chez nous, petite structure ou moyenne structure, on a une sorte de stabilité. Il n'y a pas trop de, je sais pas pour vous, mais on n'a pas forcément de turnover. Donc ça permet également d'intégrer du 109. Donc je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ça fait grandir aussi quelquefois sur des positions où on était plutôt un peu léger. On n'avait pas forcément une compétence aguerrie et éprouvée. Donc ça, c'est important. Après, c'est un projet qui est sans fin, en fait. Puisqu'en fait, on met en place quelque chose, et puis après, il faut l'animer. Donc il faut le vendre, il faut l'animer. Donc en fait, cette gouvernance projet, elle va certainement changer au fil du temps, mais elle va rester là. Et c'est vraiment ça, pour moi, la différence. C'est pas je tourne la page, ça y est, le projet il est terminé. En fait, le projet il n'est jamais terminé. Le projet, ça commence quand c'est fini. Et c'est là où on va aller avec nos clients, d'où l'intégralité de la chaîne, la data, le monitoring, etc. Donc l'animation là-dessus pour aller chercher des points de plus, l'efficacité, la satisfaction client, bref, tout ça. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui actuellement avec un de nos très, très, très grands partenaires qui vient de nous rejoindre. Et on est à la limite plus là, même en termes de conseils, parfois, sur certains aspects. Et le plus dur là-dedans, pour moi, c'est toujours essayer de faire comprendre, parce que c'est pas forcément facile. On n'a pas forcément des gens qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience, etc. J'achète pas une boîte de petits pois. J'achète un ensemble de choses. Donc c'est pas forcément uniquement le prix qui compte, mais c'est qu'est-ce que je veux sur l'ensemble de cette chaîne, entre l'entrée, la gestion et les services. Voilà. La question de base, c'était sur l'enjeu technologique, il me semble. Alexandre y a très bien répondu, et je pense même que c'est un enjeu technologique et opérationnel. Céline parlait aussi d'humain. C'est vrai que, comme disait Alexandre, il ne faut pas avoir peur des grands comptes, mais c'est des défis. Et en parlant d'humain, nous, on a eu le cas aussi. On se retrouve parfois avec des interlocuteurs en interne qui portent le sujet. 6 mois après, plus de son, plus d'image, parce que réorganisation, et on recommence presque de zéro. Donc effectivement, l'enjeu, il est à divers niveaux. Nous, on le voit sur des discussions qu'on a en cours, et je pense que c'était le propos d'Alexandre, c'est que c'est des grosses machines. La validation au début, quand on parle juste de l'intérêt de faire un partenariat, l'intérêt pour leurs clients sur la fidélisation, mais aussi pour eux de générer des revenus additionnels et de la marge, l'accord de principe, en tout cas de réfléchir à tout ça, ça va assez vite. Dès qu'on rentre dans l'opérationnel, l'intégration technologique, là on retrouve les premiers défis. Et d'ailleurs, on l'a aussi sur des plus petits comptes. Nous, on a travaillé avec des franchisés et des indépendants, où par exemple, dès qu'il doit y avoir de l'échange de données sécurisées, c'est des choses dont ils n'ont pas forcément l'habitude et qu'ils ne savent pas faire. Mais comme disait Alexandre, c'est le rôle au final des assurtech, des fintech et même d'autres startups de s'adapter à ces grosses machines et de proposer des solutions. Nous, on le voit en ce moment, on est sorti justement, en fait, on essaye d'arriver avec des offres clés en main et on est sorti un peu de ce paradigme, puisque historiquement, on sait sur des réseaux de franchisés, on s'intègre au logiciel de caisse, par exemple, pour
faciliter la souscription. Eux, ils n'ont rien à faire, on arrive, on pose notre code, c'est direct. On sait, à travers des échanges API, etc., s'intégrer dans leur solution. Mais on est sur des grands comptes qui n'ont pas forcément l'envie de se lancer dans une période de test and learn qui va leur nécessiter du développement. Parce qu'à contrario, comme le disait Alexandre, le bon côté, c'est qu'effectivement, s'ils font ces développements pendant 6 mois, 1 an, normalement, on les a accrochés, ils ne vont pas dépluguer comme ça. Sauf que le plus dur, c'est vraiment de rentrer là-dedans. Donc, nous, on a essayé d'inverser le paradigme, mais là, on arrive avec une solution clé en main. On mise beaucoup sur l'omnicanal, où en fait, on va mettre un dispositif digital ou des supports physiques en boutique pour générer du lead que l'on va transformer derrière. C'est pour ça que je parlais, nous, on a une expérience B2B, 2C, mais aussi B2C. Et derrière, c'est de montrer, en fait, eux, ils n'ont rien développé, juste à mettre des affiches, même pas de formation de leur équipe de vente à faire, mais vraiment déployer ce dispositif marketing au sein de leur réseau. Et derrière, ça permet du coup d'avoir une solution très rapidement mise en place, d'avoir des premiers KPIs, et derrière de pouvoir aussi démontrer une certaine appétence de leur clientèle pour l'offre. Et ce qui va permettre de relancer la discussion et là de se dire, ok, maintenant il y a pour aller plus loin, la deuxième phase, c'est de discuter de l'intégration technique pour aller chercher plus de volume, plus d'automatisation et plus de simplicité, puisqu'on y revient aussi, pour le client. Dernier sujet qui rebondit un peu sur ce que vous avez dit, c'est la data client. Évidemment, les partenaires, évidemment, vous collectez énormément d'informations qui ne sont pas forcément celles du partenaire, sur le vélo, sur les produits consommés, des habitudes éventuellement de consommation, des comportements d'achat. Quelles sont les attentes des partenaires clients, grands comptes, par rapport à cette data et comment est-ce que vous la... Enfin, j'imagine qu'elle est forte, mais est-ce qu'elle est... une fois que c'est lancé, est-ce que vous transférez des data, vous informez des data, vous donnez des insights clients à vos partenaires? Qui prend le... Céline, sur la partie sinistre, je pense que... On a en effet énormément de data. C'est sûr que c'est assez conséquent. Après, ce que veulent nos partenaires, ce qu'ils recherchent, ça va être d'avoir un accès fiable à ces data. Donc pour pouvoir en effet faire des retours d'expérience, on va aussi travailler avec eux pour pouvoir transformer, donner des points de friction qu'a pu avoir le client dans le parcours client. On va aussi avoir à cœur de justement faire du paramétrage. On a des données notamment sur tout ce qui va concerner des fois du corporel. Donc c'est important de pouvoir les séparer, de segmenter et de ne pas donner un accès à ces data à tout le monde. On a aussi des partenaires qui veulent avoir évidemment leurs données en temps réel. Et donc, les données qu'on va avoir peuvent être accessibles, s'ils en ont évidemment l'autorisation, un accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc voilà. Et on va évidemment aussi ces datas les paramétrer pour leur donner une vision de la même façon sur mesure pour pouvoir avoir que ça réponde à leurs attentes. Et enfin, et c'est sûrement le point le plus important, c'est tout ce qui va être le respect de la réglementation. On le sait aujourd'hui avec tout ce qui est RGPD, tout ce qui va être en lien avec la compliance et autres. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ces données. On a des données personnelles. Et donc, c'est important aussi de pouvoir être très vigilant sur tout ce qui est communication pour ne pas faire n'importe quoi avec vos données, parce qu'évidemment, on peut en avoir, et donc d'être très vigilant là-dessus. Et je pense que ça fait encore partie des points clés où on travaille énormément avec nos partenaires pour pouvoir apporter l'information, pouvoir permettre un retour d'expérience tout en sécurisant derrière ces données personnelles. Peut-être en 2 mots, côté partenaires commerciaux, je dirais que c'est partage de données sur toute la partie fraude. Parce que quelqu'un qui fraude chez nous, en tout cas qu'on détecte de la fraude, il y a de grandes chances pour que chez notre partenaire, il soit fraudeur aussi, d'une manière ou d'une autre. Après, c'est des insights commerciaux qui vont permettre à nos partenaires d'ajuster leurs offres. Donc ça peut être vraiment très intéressant, très utile. Je pense que le plus gros, le gros de nos échanges de données, il se fait surtout avec nos partenaires porteurs de risques.
Encore une fois, le segment vélo, c'est un nouveau segment d'assurance. Contrairement à la MRH ou l'auto où il y a 60 ans de données, là en fait les assureurs partent un peu de zéro, et donc quand on arrive en copile ou tous les mois d'ailleurs qu'on leur partage nos analyses, en fait on apprend des choses tous. Et eux les premiers, ils nous disent voilà, nous on est friands de toutes ces données parce qu'on arrive à comprendre comment tailorer, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans les conditions des produits distribués aujourd'hui, comment on va voir repricer certains produits, tout ça. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce que je pense que sur un nouveau segment, c'est le premier défi, c'est de trouver le bon prix. La donnée, c'est probablement aujourd'hui, dans le secteur de l'assurance, la richesse d'une entreprise. Encore faut-il savoir l'exploiter, savoir l'analyser. On va faire bondir Stéphane avec le mot fraude, mais c'est pas. Allez, on va être politiquement correct, on va dire opportuniste peut-être. Mais je prends un exemple, on parlait effectivement de la donnée pour le pilotage en interne. Début 2023, on a ouvert la souscription full online. Sur les requêtes téléphone cassé assurance dans Google, on a eu 100% de sinistralité sous 3 mois. Je vais peut-être être un peu naïf. Je doute que ce ne soit des cases qui ne soient arrivées qu'après souscription de l'assurance. Donc ça permet vraiment d'avoir la donnée déjà, d'avoir cette réactivité sur le pilotage, de pouvoir développer ensuite des outils ou des moyens de contrôle pour limiter ces risques qui sont aussi financiers. Et puis avec les partenaires distributeurs, c'est des vraies sources d'échange. On le voit nous à travers avec nos réseaux. En fait, on met des reports à disposition à travers un outil BI qui est Tableau, où ils ont cette vision macro des ventes faites sur tout leur réseau, mais on a aussi le niveau boutique et le niveau vendeur. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment rentrer dans ce détail, même derrière sur le comportement du client, sur la résilience du portefeuille d'un vendeur, des réclamations ou des sinistres qui remonteraient, est-ce qu'on sont rattachés à vendeur et est-ce qu'il y a des disparités au sein même du réseau, au sein même des boutiques, ce qui permet derrière de déclencher des actions, voire pour le partenaire, de mettre en avant des responsables de formation en interne, enfin d'accompagner certains talents et peut-être de reprendre d'autres méthodes de vente qui pourraient détonner en interne. Et puis Alexandre en parlait, il y a aussi vraiment cet aspect assureur. Nous, je le disais en début, on est parti d'un produit qui à la base couvrait le téléphone, l'high-tech, et aujourd'hui qui couvre plus de 1000 biens, mais si on n'avait pas eu de données justement comportementales de nos clients, on n'aurait pas pu rajouter au fur et à mesure des nouveaux univers. Et à chaque fois, en fait, on est vraiment, grâce à ce pilotage par la data, dans cette démarche de test and learn, où quand on valide quelque chose avec notre assureur, on se dit, voilà, au prochain copil, on fait un point sur où on en est, combien il y a eu de souscriptions, quelle est la sinistralité, ou même sur des nouveaux parcours d'acquisition. Et j'en parlais juste avant. Sur ce dispositif qu'on lance, c'est aussi d'échanger avec les partenaires sur combien il y a eu de formulaires ouverts par rapport au QR code qui a pu être déployé en boutique. Quelle est la joignabilité derrière, quel est le taux de conversion. Et dans ce cas-là, ça permet vraiment de mettre l'accent sur au bon endroit pour aller chercher de la performance. Alors Stéphane, les remplaçants, tu sais, ils jouent moins longtemps que les autres. Hein. Donc il te reste peu de temps. Tu as 2 minutes, je crois. 2 minutes. En fait, la data, c'est simple, c'est les particules élémentaires de la vie de l'assurance. Sans ça, je ne peux rien faire. Donc c'est quelle data j'ai à disposition, la fiabilité, etc. Et ensuite, c'est le management. J'ai des data internes, j'ai des data clients et j'ai des data aussi qui peuvent venir de l'extérieur, de mes prestataires, de la partie gestion, de la partie relations clients, de la partie CRM, etc. Mais je m'en fous. Qu'est-ce que je veux en faire? C'est quoi l'objectif? En fait, quand j'ai ça à ma disposition, c'est qu'est-ce que je veux faire de ces data et comment je m'organise moi en interne pour en faire quelque chose vis-à-vis du client, quelque chose vis-à-vis de l'assureur, quelque chose vis-à-vis du process, quelque chose vis-à-vis du produit, bref, quelque chose qui s'adresse à l'ensemble de la chaîne de valeur. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes problématiques. Donc la data va permettre de s'adresser. Et après, il faut le management, les outils, etc. et la rapidité dans le traitement et l'exécution de cette data pour adresser l'ensemble de cette chaîne de valeur. La chaîne de valeur qui se trouve également à l'extérieur, ça peut être avec les gestionnaires, ça peut être avec des prestataires de téléphonie, enfin de call center, voilà. Bref, un ensemble de choses. Si on n'a pas ça, on navigue, c'est comme si vous
preniez un avion et puis vous naviguez à vue. Voilà, vous prenez l'avion, vous allez à Rio. On ne vous dit pas à l'aéroport, on ne vous dit pas à quelle vitesse il faut aller, on ne vous dit pas combien vous avez dans... Voilà, piloter à vue. Généralement, il y a bonne raison de scratcher après, quoi. Donc ça, c'est important. C'est le sujet le plus facile et le moins facile à adresser, en fait, je trouve, dans l'entreprise. C'est par rapport à l'ensemble des data dont on dispose, de l'énormité des bases. Et parfois, il faut aussi procéder à de l'enrichissement de data. Donc là, Décuple Assurance, par exemple. Je fais un peu de pub. Donc sur des mégabases. Donc vraiment, c'est un sujet qui n'est pas à traiter. Il suffit d'avoir un data warehouse avec un petit outil, genre tableau, etc. Et c'est bon, 3 BI derrière et roule. Non. Non, c'est ce qui doit conduire l'ensemble de la vie de la chaîne de valeur du client, etc., etc., etc. Voilà, donc je crois qu'on est dans les temps. Merci à tous les quatre, merci pour votre temps et la préparation et les échanges qu'on a eus. Il y avait pas mal de choses à dire encore sur la marque blanche, l'éco-branding, etc. Ça sera peut-être l'occasion d'autres sujets, mais en tout cas, merci à tous les quatre et merci à Assure & Co pour nous avoir fait participer à cette table ronde. Merci. Merci Arnaud, merci à vous. On est pile dans le timing.